Donc, bonjour à tous, nous allons commencer ce webinaire. Bienvenue euh, et merci de participer à ce webinaire qui est consacré donc, au changement climatique et les établissements de santé, nouveaux risques et perspectives. Alors, j'ai proposé à mon collègue Jérémy Guilledec, donc, qui est sur Poitiers, de nous présenter ses travaux de thèse de sciences et pour faire du lien entre ce risque climatique, ce risque que l'on va vous présenter, et la gestion des risques dans les établissements de santé. Pour essayer d'élargir le champ de la gestion des risques à ce risque. Ce n'est pas un nouveau risque, mais en tout cas, ça pris en compte dans, dans les systèmes de démarche qualité des établissements de santé. Donc, nous offrons à Jérémy cet espace pour nous présenter l'importance de ce travail et de cette approche à mener dans les établissements de santé. Je te laisse la parole, Jérémy. Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Alors, merci beaucoup, Catherine Pourrin, pour cette invitation. Merci au CK, effectivement, pour échanger aujourd'hui sur la thématique du changement climatique et des établissements de santé. Alors, nouveaux risques et perspectives, vous venez de l'évoquer, nouveaux risques, nous pourrons peut-être qualifier un peu plus précisément dans la suite de cette présentation, en quoi est-ce que c'est un risque, en tout cas pour les établissements de santé, et nous dresserons peut-être quelques éléments de perspective. Alors peut-être quelques mots à votre demande sur mes activités. Donc vous l'avez dit, j'exerce à Poitiers. J'ai des activités à la fois d'enseignement à l'université de Poitiers, avec des enseignements notamment en médecine, et puis avec une activité hospitalière au CHU de Poitiers, où je suis responsable de l'unité EVA-Risque au sein du service de santé publique. Alors, l'unité EVA-Risque apporte une expertise sur différentes thématiques, et notamment celle de la gestion des risques associés aux soins, alors la gestion et leur prévention, avec un aspect également d'évaluation médicale, et puis, et peut-être que c'est cela qui est aussi intéressant en termes d'articulation, un prisme et une expertise en santé environnementale, et plus particulièrement sur le changement climatique, croisée avec une activité hospitalière, eh bien, une activité qu'on pourrait qualifier d'établissement de santé durable en lien avec le développement durable. Alors, je suis également chercheur au sein d'une équipe de recherche, l'équipe IES, Interaction Homme-Environnement-Santé, au sein du laboratoire EBI, qui est un laboratoire de l'Université de Poitiers labellisé CNRS. Et puis nous constituons également un axe au sein du Centre d'investigation clinique du CHU de Poitiers, labellisé INSERM, l'axe santé environnementale. Alors qu'est-ce que la santé environnementale? La santé environnementale, c'est finalement l'étude de la santé humaine, y compris, disons, la qualité de la vie, hein, dans sa définition en tout cas de l'OMS de 1994, et qui est déterminée par un certain nombre de facteurs qui peuvent être physiques, chimiques, sociaux, voire esthétiques de notre environnement. Et donc c'est bien l'étude de la santé humaine au prisme et en interaction avec ces différents facteurs. Et la thématique de notre recherche, c'est finalement comment promouvoir un exposome, donc une interaction entre la santé de différentes populations avec ces facteurs d'un point de vue dynamique tout au long de la vie, mais qui soit favorable à la santé. Et donc aujourd'hui, nous allons plus particulièrement, et ce sont des travaux de recherche que j'ai effectués, vous l'avez mentionné, au cours d'un doctorat, qui a été sous la direction du professeur Virginie Migeot et du docteur Sarah Thévenot. Donc je suis seul aujourd'hui à vous parler, mais c'est bien des travaux de recherche qui sont évidemment collégiales. Et donc je remercie ici le professeur Virginie Migeot et le docteur Sarah Thévenot. Alors, nous évoquerons quelques éléments de contexte sur le changement climatique en lien avec les établissements de santé, et puis nous évoquerons peut-être 4 mots-clés qui sont importants pour nous, en tout cas dans nos recherches, celui des effets et des impacts du changement climatique sur l'établissement de santé, celui des actions d'adaptation, des actions d'atténuation, et puis des actions d'anticipation, et nous essaierons de rentrer peut-être un peu plus en détail dans ces différentes stratégies.
Alors pour commencer par le contexte global, les activités humaines sont nombreuses et sont variées, mais le secteur de la santé en est une. Les conséquences sont bien sûr positives, mais nous n'évoquerons pas ici ces conséquences positives, mais on essaiera de se concentrer sur ces conséquences néfastes, à la fois sur l'environnement, et vous le voyez, au prisme de la santé environnementale, et bien, de facto, sur également des conséquences sur la santé des populations. Alors, peut-être un bref rappel hein, sur l'évolution du climat, sans être expert sur le sujet, mais de quoi peut-être avoir une base commune pour la suite de cette présentation. Le climat a connu des variations avec des périodes froides, des périodes dites glaciaires, et puis des périodes peut-être un peu plus chaudes, des pics interglaciaires. Nous avons quitté une période qui est bien plus complexe en termes de définition qu'uniquement un élément de température, qui s'appelait l'Holocène, mais qui, vous le voyez, d'un point de vue de la température, était tout de même plutôt situé à une échelle plutôt haute en termes de température. Alors, au cours de l'Holocène, même si la température était haute, nous avons pu connaître par endroits et par moments des périodes un peu plus froides, et vous les retrouvez d'ailleurs dans un certain nombre de peintures. Alors, ces activités humaines, elles ont quoi comme caractéristique? Eh bien, elles ont notamment pour conséquence de nous faire changer d'air. Nous sommes aujourd'hui dans l'ère de l'anthropos, hein, dans l'ère de l'humain, et nous sommes aujourd'hui dans l'ère de l'anthropocène, qui est caractérisée justement par une activité très intense de nos activités humaines, et qui ont quoi comme conséquence? Eh bien, notamment l'émission de gaz à effet de serre. Alors, vous voyez ici l'augmentation depuis 1985 de 3 gaz à effet de serre, disons, majeurs. Et qu'est-ce qu'elles ont pour conséquence? Eh bien, elles ont pour conséquence notamment, et nous détaillerons, eh bien, d'augmenter la température moyenne atmosphérique de la surface de la Terre. Alors, vous connaissez, vous êtes probablement familiarisé avec ces scénarios, hein, les fameux scénarios que vous retrouvez dans les rapports du GIEC. Et donc aujourd'hui, hein, on estime qu'à la fin du siècle, nous sommes sur des scénarios et des prévisions entre plus 2 degrés à plus 5 degrés. Alors si on actualise un tout petit peu ces chiffres concernant les émissions de gaz à effet de serre, vous voyez qu'en prenant le dernier rapport de l'Organisation météorologique mondiale de 2023, l'augmentation est toujours d'actualité, et si on prend les taux d'augmentation de concentration de ces différents gaz, eh bien, ils sont tous les 3 positifs. Alors le changement climatique, quelle est sa symptomatologie? Eh bien, ce sont à la fois des événements qui sont progressifs, latents, et puis d'autres peut-être plus immédiats, plus extrêmes, et le tout, je dirais, de manière cumulative. Alors cette symptomatologie, elle comprend l'augmentation du niveau des mers, elle comprend l'acidification des mers, elle comprend l'augmentation de la température atmosphérique de surface, nous venons d'en parler, et puis l'augmentation des éléments météorologiques extrêmes, comme les tempêtes. Le changement climatique a des effets sur la santé, que l'on peut, de manière très schématique, catégoriser en 2 grandes catégories: les effets directs, par exemple la canicule, avec des conséquences sur la morbimortalité en termes, par exemple, cardiovasculaires, et puis des effets indirects, qui sont de 3 ordres. Le premier, c'est la dégradation des médias environnementaux, c'est-à-dire l'air, l'eau et les sols, et donc indirectement engendre ou accentue un certain nombre de pathologies en santé humaine. Le deuxième ordre, c'est celui de la modification de la répartition des vecteurs, et donc une modification, disons, de l'épidémiologie des maladies infectieuses vectorielles. Et puis le troisième ordre, c'est celui de la dégradation de la santé mentale. Un autre marqueur important du changement climatique, c'est celui d'augmenter les vulnérabilités des populations humaines. Ce sont les populations aujourd'hui les plus fragiles, aujourd'hui les plus vulnérables, qui sont aujourd'hui les premières touchées par le changement climatique, et qui seront probablement touchées le plus longtemps, et qui ont la particularité probablement d'avoir le moins de ressources pour mettre en place des stratégies d'atténuation, ou en tout cas d'adaptation au changement climatique. Alors pour un établissement de santé, et on définira un peu plus loin, mais pour les établissements de santé, tous les organes hein, sont décrits dans la littérature, et donc classiquement tous les services pourraient être impactés au sein d'un établissement de santé au regard des conséquences sur la santé humaine du changement climatique. Alors il y a quelques années, un groupe de chercheurs, le Lancet Countdown,
pointait du doigt que la lutte contre le changement climatique pourrait être la plus grande opportunité pour la santé mondiale du XXIe siècle. Et pour cela, bien sûr, il faut un système de santé qui soit en capacité de répondre à ces enjeux et en tout cas toujours efficace malgré ce changement climatique. Alors qu'est-ce que le système de santé? Nous irons très vite ici puisque nous y sommes familiers, mais c'est un ensemble d'organisations à la fois chargées d'améliorer la santé, mais aussi les services et les activités qui visent à influencer les politiques et les actions d'autres secteurs, afin d'agir sur les déterminants sociaux, environnementaux et économiques de la santé. Et nous comprenons d'autant mieux cette définition avec le prisme de la santé environnementale que nous avons abordé en début de présentation. Alors l'OMS citait et cite toujours 6 piliers, 6 composantes du système de santé, par exemple les financements, par exemple les personnels de santé, la direction de la gouvernance, ou encore les technologies et produits médicaux essentiels. Alors au sein de ce système de santé, bien sûr, il y a les établissements de santé qui sont un élément important et qui font face déjà aujourd'hui à un certain nombre de risques. Alors quels sont les risques qu'on rencontre dans les établissements de santé? Vous les connaissez bien, c'est ceux qui sont associés aux soins, associés à la prise en charge, actes thérapeutiques, actes diagnostiques par exemple. Ce sont les risques liés aux activités support, comme liés à l'énergie, le linge, les déchets, l'alimentation ou encore l'hygiène. Et puis il y a ceux qui sont liés à l'environnement, liés aux pollutions, l'eau et l'air, liés aux risques naturels ou encore aux risques d'incendie. Et là, nous retrouvons bien, finalement, la dimension du changement climatique. Alors, il y a quelques années, l'OMS se posait la question, alors que le climat change, les hôpitaux suivent-ils le mouvement? Eh bien, les risques climatiques peuvent être abordés en 3 dimensions pour les établissements de santé. La première dimension, c'est quel est le danger, quel est l'aléa que nous étudions? Les aléas, pour le changement climatique sont divers. Nous les avons vus, il y a l'inondation, des tempêtes, les sécheresses, il y a les températures extrêmes et les feux de forêt, ou encore la montée des eaux. Ça, c'est une première dimension importante à appréhender. La deuxième dimension, c'est celle de l'exposition. Mon établissement de santé est-il exposé? Si oui, de quelle manière? Par les professionnels qui travaillent, par mes infrastructures, l'eau, l'hygiène, les déchets, par l'énergie ou encore par les communautés? Et puis la troisième dimension, c'est celle de la vulnérabilité, qui là est une caractéristique peut-être encore plus intrinsèque des établissements de santé, c'est-à-dire une vulnérabilité sociale, économique, démographique, encore institutionnelle ou politique. Et donc c'est bien une bonne compréhension de ces 3 dimensions qui nous permet d'appréhender correctement, ou en tout cas de manière la plus fine, les risques climatiques auxquels sont soumis les établissements de santé. Alors si nous reprenons notre cadre de pensée de tout à l'heure sur les effets du changement climatique sur la santé humaine et que nous le transposons pour les établissements de santé, les établissements de santé aujourd'hui sont face à un double enjeu. Le premier, c'est celui de mieux comprendre et de mieux appréhender les effets et les impacts du changement climatique sur leur fonctionnement, sur leur organisation, en termes directs et en termes d'effets indirects, liés notamment par les besoins en santé de la population. En termes de coûts, en termes de services, en termes d'interruption de services, en termes de santé publique. Et le deuxième enjeu, c'est celui qu'on entend beaucoup plus par les termes de transition écologique, c'est celui finalement de toujours continuer à fonctionner avec un même niveau de qualité, de sécurité de la prise en charge des soins, voire d'amélioration de cette qualité, de cette sécurité, mais avec des impacts environnementaux qui sont diminués. Et il s'agit ici, comme le disait le Lancet Countdown tout à l'heure, de bien se saisir de l'enjeu du changement climatique, non pas pour aborder uniquement la diminution des gaz à effet de serre par une décarbonation du système de santé, qui est indispensable, mais de se saisir de la question du changement climatique pour aborder l'ensemble des autres impacts environnementaux des établissements de santé. Les derniers rapports et publications montraient que si on additionnait les systèmes de santé et qu'on les représentait en termes de pays, les établissements de santé, les systèmes de santé seraient le 5e émetteur, 5e pays le plus émetteur mondial en termes de gaz à effet de serre. Donc voilà le double enjeu pour les établissements de santé aujourd'hui. Alors peut-être le premier aspect, est-ce qu'on peut aller peut-être un peu plus loin sur le détail de ces impacts sur les établissements de santé? Eh bien nous avons l'année dernière publié un article scientifique où on se posait la question finalement quels sont les effets du changement climatique sur les établissements de santé. On a pu identifier les effets du changement climatique sur ces établissements et nous avons pu montrer que l'ensemble des composantes des établissements de santé sont touchés par les aléas climatiques. Alors peut-être, je souhaiterais dans les prochaines diapositives peut-être un peu plus préciser cela.
Comment avons-nous fait? Eh bien, nous avons, à travers une revue de la littérature scientifique, nous avons pris un modèle générique qui est bien connu d'analyse des causes, celui d'Ishikawa, bien connu en gestion des risques, bien connu en gestion des risques dans les établissements de santé, et nous l'avons transposé à travers un nouveau risque qui est celui du changement climatique. Alors nous avons donc pris ce modèle d'analyse des causes d'Ishikawa, où vous avez finalement à droite, si on le transpose comme si c'était une arête de poisson, eh bien à droite vous avez le problème auquel nous avons essayé de répondre, et puis les grandes branches, les grandes arêtes de ce poisson sont les grandes catégories, les composantes de cet établissement de santé. Alors le problème que nous avons identifié, c'est celui de dysfonctionnement dans l'établissement de santé. Et puis les différentes catégories, eh bien nous avons diviser un établissement de santé avec une composante sur les personnels, sur le matériel, sur le management, sur les méthodes, sur les méthodes et procédures, et puis sur l'environnement, l'infrastructure. Et donc nous avons relevé dans la littérature scientifique toutes les difficultés qui avaient été, tous les dysfonctionnements qui ont été observés et que nous avons classés donc, dans ces différentes composantes. Et nous avons fait ce travail aléa climatique par aléa climatique. Et donc le premier ici qu'on va peut-être illustrer, c'est celui du risque des événements météorologiques extrêmes et celui des tempêtes. Globalement, que nous dit la littérature scientifique? Eh bien que lorsqu'il y a des tempêtes ou des événements extrêmes, eh bien le bâtiment lui-même, l'infrastructure des établissements de santé peut être endommagée, l'accès à cet établissement de santé peut être interrompu, engendrant eh bien, peut-être des pénuries de professionnels de santé, puisqu'ils ne pourraient plus revenir sur site avec des patients qui sont en afflux. Il y a également des problèmes de matériel, avec rapidement des pénuries en termes de produits de santé. Nous avons aussi observé et relevé dans la littérature, en tout cas, des problèmes en termes de méthode également, avec des problématiques en termes de système de communication, en termes d'infrastructures énergétiques défaillantes. Et puis enfin, des difficultés de management. Donc vous voyez ici que les 5 composantes d'un établissement de santé qui pourrait faire sa base, 5 bases, eh bien, toutes sont fragilisées par le risque climatique qui est celui des tempêtes et des événements météorologiques extrêmes. Et donc nous avons fait ce travail avec l'ensemble des autres aléas, les feux de forêt, les sécheresses, les vagues de chaleur, ou encore la montée des eaux et les inondations. Et vous voyez que finalement, il y a toujours au moins 2 composantes d'un établissement de santé qui sont fragilisées lors de ce changement climatique, de ces différents aléas. Alors suite à cet état des lieux, on a différents questionnements qui sont possibles, hein, dans mon établissement. À quel aléa climatique est-ce que j'ai été, je suis ou nous serons exposés? Mon établissement a-t-il déjà été impacté par un aléa climatique? Y a-t-il des partages d'expériences qui ont été faits, des retours d'expérience? Et quel pourrait être mon rôle en tant que peut-être gestionnaire de risque ou en tout cas inquiet ou participant à la gestion des risques d'une manière ou d'une autre au sein de mon établissement ou bien d'un comité de développement durable, et nous y reviendrons. Alors suite à ce constat, eh bien, on se dit peut-être qu'il nous faut agir. Et ça a été d'ailleurs des questions qui ont été relevées. Eh bien, quelles sont aujourd'hui les incitations pour agir? Elles sont de différents ordres. Le premier, et on va le dire grossièrement, c'est celui réglementaire, législatif ou de certification, on va dire réglementaire. Le premier, c'est celui de la certification des établissements de santé, hein, la HAS, où on a des critères, le 3.601, sur la gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles maîtrisées, où il est mentionné de pouvoir avoir inscrit dans le plan blanc ou dans un plan de continuité d'activité ou dans un plan de reprise d'activité, et bien d'avoir pris en compte le risque climatique dans son organisation. Ou bien un autre critère, celui de 3.604 sur les risques environnementaux et les enjeux du développement durable sont maîtrisés. Ça, c'est la première incitation. Il y en a d'autres, celui du Code de la santé publique, dans lequel le projet d'établissement, aujourd'hui, doit comprendre un volet éco-responsable qui définit des objectifs et une trajectoire afin de réduire le bilan carbone de l'établissement. Et puis, il y a d'autres enjeux, le plan national santé-environnement, 4e plan PNSE, dans lequel, eh bien, on peut s'inscrire en termes de santé-environnement. Il y a le plan national d'adaptation au changement climatique, on attend le 3e volet prochainement. Il y a la loi Elan, la loi Egalim sur l'alimentation, sur les produits plastiques, le Ségur de la santé, avec notamment la mesure 14, depuis différents degrés. Donc il y a un certain nombre d'éléments réglementaires ou législatifs qui poussent aujourd'hui les établissements de santé, parmi d'autres, à mettre en place un certain nombre d'actions
vis-à-vis du changement climatique. Alors, la deuxième incitation qu'on peut y trouver, on parlait tout à l'heure de double enjeu, celui à la fois que les établissements de santé contribuent au changement climatique, et donc il nous faut mettre en place des actions qu'on appelle d'atténuation, et puis que les établissements de santé sont impactés aujourd'hui par le changement climatique, et donc il faudra mettre en place des stratégies d'adaptation. C'est celui de prendre conscience que l'impact environnemental du numérique en santé est non négligeable à l'échelle nationale, que l'empreinte carbone du secteur de la santé est lui non plus non négligeable, à hauteur de 8 à 10%, si on prend l'ensemble des émissions nationales en France, que les impacts du changement climatique sur les établissements de santé, nous venons de l'aborder, eh bien, sont importants et engendrent des dysfonctionnements au sein des établissements de santé, et donc de la prise en charge. Une autre incitation pour agir pourrait être la qualité et la sécurité des soins, nous venons d'en parler. Un établissement de santé qui est impacté par le changement climatique, où il y a des dysfonctionnements, que ce soit en termes de prise en charge, d'organisation, de structuration, eh bien c'est donc un enjeu d'amélioration de la culture, de la qualité et de la sécurité des soins, important de prendre en compte ce risque climatique dans la gestion des risques aujourd'hui. Une autre incitation pourrait être la pertinence des soins. Dans cette dimension d'action, d'atténuation et de stratégie, eh bien, repenser sa pratique professionnelle, repenser la prise en charge, en y intégrant une dimension environnementale, c'est ça les soins éco-responsables, et ça rentre aujourd'hui dans la pertinence des soins. Une autre incitation pourrait être celle de l'attractivité, et encore peut-être de façon complémentaire, l'attractivité et la fidélisation des professionnels de santé, à travers un narratif nouveau, positif, celui de valeurs partagées, qui nous permet de sortir peut-être d'un conflit de valeurs au travail, ou peut-être qu'on ne retrouverait pas dans son établissement de santé une dynamique peut-être qu'on aurait d'un point de vue personnel. Une autre dimension est celle bien sûr du développement durable à travers ces 3 piliers, social, économique et écologique. On peut lier cette stratégie de gestion des risques à travers également les objectifs de développement durable. Et puis, un élément important, c'est celui du gain de sens pour les professionnels de santé, en lien avec les valeurs partagées que nous venons d'évoquer. Et puis peut-être, une dernière catégorie d'incitation, c'est celui, finalement de l'anticipation, de la prévention et de la réduction. Prévention et réduction des risques, c'est un enjeu, très important et bien au-delà des établissements de santé, mais qu'il nous faut intégrer. C'est un enjeu stratégique. Le secteur de la santé, aujourd'hui, est un secteur d'activité d'importance vitale. Il est important, à ce que demain, nous puissions, toujours pouvoir continuer à assumer, et à assurer nos missions, quel que soit, le climat, qui change, entre autres. Celui d'assurer, notre mission de responsabilité populationnelle, et puis celui, bien sûr, d'anticiper et de réduire les coûts humains, économiques et sociaux. Les derniers rapports que vous avez ici, hein, le coût de l'inaction est très certainement bien supérieur au coût de l'action aujourd'hui. Un dollar dépensé aujourd'hui, c'est probablement 7 à 8 dollars qu'on ne dépensera pas demain. Et donc, agir aujourd'hui, c'est bien une dimension d'anticipation et de prévention. Et puis, dernier élément, hein, c'est celui de la prospective. Si on essaye de se projeter à 20 ans, 30 ans, eh bien, qu'est-ce que les hôpitaux et qu'est-ce que les établissements de santé au regard du changement climatique et de scénarios climatiques demain? C'est bien une dimension prospective qu'il nous faut probablement avoir aujourd'hui. Donc, un ensemble d'incitations pour agir. Alors maintenant que nous sommes convaincus qu'il nous faut agir, quelles sont les stratégies de réponse? Les stratégies de réponse, il y en a 3. Il y a celle de l'adaptation, de l'atténuation et de l'anticipation. Commençons tout de suite par celle dont on entend beaucoup parler, qui est celle de l'adaptation. Qu'est-ce que l'adaptation? C'est le processus d'ajustement pour agir sur les conséquences et ayant pour résultat de modérer les dommages. La deuxième stratégie, c'est celle de l'atténuation. Nous l'avons dit, c'est finalement un processus qui limite les émissions de gaz à effet de serre, en tout cas réduire leur niveau dans l'atmosphère. Et puis, il y a une stratégie que nous considérons, nous, dans nos travaux de recherche, comme une stratégie à part entière, c'est celle de l'anticipation, c'est-à-dire un processus pour appréhender les futurs incertains et mieux éclairer les choix du présent au regard des futurs possibles. Qu'il s'agit de s'abstraire aussi des contraintes du présent pour anticiper les différents futurs possibles à travers des scénarios climatiques.
Alors commençons tout de suite par les stratégies d'adaptation. Et reprenons notre risque en 3 dimensions. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension des dangers, des différents aléas climatiques, et que nous avons peut-être une meilleure compréhension maintenant des expositions vis-à-vis du changement climatique pour les établissements de santé. Il est important de se concentrer sur la 3e dimension, qui est celle de la vulnérabilité. Et donc nous nous sommes posé la question au cours de nos recherches, à essayer d'évaluer les vulnérabilités aujourd'hui des établissements de santé. Alors peut-être de manière très succincte, nous avons proposé à différents établissements en Nouvelle-Aquitaine, au cours d'une étude pilote en 2023, à partir d'un guide de l'OMS que nous avons traduit et adapté au contexte réglementaire et sanitaire français, nous avons essayé d'évaluer leur niveau de vulnérabilité. Les établissements pouvaient finalement avaient différentes modalités de réponse. Soit ils jugeaient qu'un critère, ils avaient une vulnérabilité faible par rapport à un critère donné, soit un niveau de vulnérabilité moyen, soit un niveau de vulnérabilité élevé. Et nous avons fait ça pour différents aléas climatiques. Puis à la fin, nous avons analysé ces résultats et nous avons créé un score de vulnérabilité sur 5. Là encore, pour essayer de rendre aussi un résultat qui pourrait être lisible et compréhensible pour les gestionnaires de risque au sein des établissements de santé, à travers, et ça vous le connaissez j'imagine aussi, à travers deux modes d'évaluation des composantes. D'une part, si le score était suffisamment faible, eh bien de pouvoir se dire que la composante était développée, et puis si le score de vulnérabilité était trop important, eh bien d'identifier que cette composante était avec un fort potentiel d'amélioration. Et donc vous voyez ici un exemple pour un aléa X et un établissement fictif, eh bien un exemple de rendu de résultats à travers un diagramme en radar, à travers différentes composantes, celui du personnel, celui de l'eau et des déchets, celui de l'énergie et celui des infrastructures, et puis une composante globale, de connaître. Un établissement peut aujourd'hui connaître sa vulnérabilité pour un certain nombre d'aléas climatiques. Alors si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, mais si vous avez des questions, on pourra y revenir à la fin. Le guide de l'OMS, qu'est-ce que c'est? C'est un questionnaire qui comporte 7 aléas climatiques, vous les avez ici. Alors c'est un questionnaire qui comporte près de 800 questions, et donc il nous fallait évidemment commencer à travers une étude pilote, et donc nous avons sélectionné quelques aléas climatiques parmi ces 7. Et à l'intérieur de chacun de ces questionnaires, de ces aléas climatiques, eh bien, il y avait 4 composantes. Une composante sur le personnel, une composante sur l'eau, l'assainissement des déchets, une composante sur l'énergie, une composante sur l'infrastructure, les technologies et les produits et processus. Comme le guide est en langue anglaise, non spécifique au pays, nous sommes passés par une étape d'adaptation à travers donc cette étude pilote où nous avons sélectionné 3 aléas climatiques, les inondations, les tempêtes et les vagues de chaleur, que nous avons traduit et adapté au contexte français, et puis nous l'avons intégré, puisqu'il y avait des questions qui étaient redondantes entre les questionnaires, et donc nous avons modifié l'approche que nous avons intégrée par composante et non pas par aléa climatique pour une simplification et une meilleure expérience de l'utilisateur. Et donc aujourd'hui, l'outil de recueil comporte à peu près 200 items. Donc si on continue avec ce schéma des risques en 3 dimensions, nous avons abordé les dangers, l'établissement a regardé ses expositions, nous avons maintenant une méthode d'évaluation de ses vulnérabilités. Nous sommes donc aujourd'hui capables d'évaluer finalement le fardeau de ce que représentent les risques climatiques pour un établissement de santé au travers de ces 3 dimensions, et l'objectif, c'est donc bien d'avoir une stratégie pour réduire ce fardeau climatique pour l'établissement de santé. Et là encore, dans un souci d'intégrer les risques climatiques dans une démarche de gestion des risques qui pourrait être bien connue des établissements de santé, eh bien on se retrouve dans un processus d'amélioration continue avec une phase de diagnostic, une phase de mise en œuvre et de suivi, et une phase d'évaluation et de suivi. Alors donc nous avons évalué, il était nécessaire en tout cas d'évaluer la vulnérabilité des établissements de santé vis-à-vis des aléas climatiques. Nous avons eu un certain nombre de résultats qui sont aujourd'hui toujours en cours d'analyse. Et quelles sont les perspectives? Eh bien, c'est de poursuivre la domestication de l'outil d'évaluation,
c'est de pouvoir mettre à disposition le score de vulnérabilité immédiatement après le remplissage de l'outil avec une démarche automatisée pour les établissements de santé, et puis de poursuivre l'adaptation avec l'apport des autres aléas climatiques. Et ça, c'est prévu pour bientôt. Donc, bien sûr, si vous êtes intéressé, hein, n'hésitez pas à nous contacter. Alors ça, c'est pour l'approche et la stratégie d'adaptation. Maintenant, abordons la stratégie d'atténuation. Alors, nous avons mené différentes études auprès des professionnels de santé et auprès des étudiants. Et là, nous aborderons aujourd'hui peut-être uniquement ceux sur l'étude, sur les professionnels exerçant en établissement de santé. Et nous avons évalué les connaissances, attitudes et pratiques de ces professionnels, leurs attentes, et essayé de déterminer quels étaient les facteurs associés à leur engagement ou pas. Puisque finalement, aujourd'hui, on souhaitait connaître le niveau d'engagement des professionnels exerçant en établissement de santé et quelles étaient peut-être leurs attentes et les freins à l'action. Nous avons mené cette étude auprès de 6 hôpitaux français entre 2021 et 2022. Et cette étude concerne aujourd'hui plus de 4500 professionnels. Alors, quels sont les grands enseignements? Et là encore, pour aller très vite, nous avons relevé que les professionnels ont, semble-t-il, des connaissances, en tout cas au regard des analyses que nous avons faites, ont des connaissances limitées sur le changement climatique et le développement durable. Ils sont cependant engagés, ou en tout cas se disent engagés dans la transition écologique. Ils perçoivent l'engagement des établissements de santé, mais qu'il faudrait poursuivre et améliorer, et notamment en lien avec l'obligation de la politique RSE, hein, dans le projet d'établissement, on en a parlé tout à l'heure dans les incitations. Les professionnels ont identifié un certain nombre de leviers d'action, notamment favoriser la formation professionnelle, avoir un soutien méthodologique, avoir du temps dédié pour mettre en place ces actions, notamment. Et donc, les professionnels ont un besoin d'engagement institutionnel. Ça ne peut pas reposer uniquement sur une responsabilité individuelle. Et donc, la présence d'un copil institutionnel de développement durable peut être un élément important. Alors, un deuxième enjeu lié à la stratégie d'atténuation, dans nos travaux de recherche, c'est un élément d'évaluation des stratégies de développement durable mises en place au CHU. Aujourd'hui, il y a heureusement de plus en plus d'actions qui sont faites dans les établissements. Il est cependant important de pouvoir les évaluer avec des indicateurs qui soient fiables, ces stratégies dans une dimension de développement durable, avec des dimensions sociales, avec une dimension économique et avec une dimension écologique, et bien sûr avec une dimension de sécurité et de qualité des soins. Alors, maintenant, abordons les stratégies d'anticipation. Alors, il nous semble important aujourd'hui de développer une démarche d'intelligence collective et anticipative. Et je vais pour cela utiliser une image que nous utilisons souvent. Dans ce guide de l'OMS que nous venons d'aborder dans les diapositives précédentes. L'établissement, et je vais essayer ici de le dire de manière un peu illustrée en tirant le trait, vous m'en pardonnerez. L'établissement de santé gagne 1 point si, en temps de canicule, les arbres sont à proximité des établissements de santé. Pourquoi? Parce que ça ferait de l'ombrage naturel pour l'infrastructure et donc peut-être que les patients dans les chambres et les professionnels qui travaillent dans ces établissements auraient moins chaud. Prenons ce même guide, quelques pages plus loin, sur l'aléa des tempêtes. Eh bien, l'établissement a plus 1 point si les arbres sont loin des établissements de santé. Parce que s'il y a des tempêtes et que les arbres tombent, il ne faudrait pas qu'ils tombent sur les établissements de santé. Et donc, vous voyez que finalement, on peut très vite se retrouver dans des injonctions contradictoires et de se poser la question à quel mètre, à quelle distance est-ce que je plante mes arbres des établissements de santé? Et il nous faut, à notre sens, sortir de cette, ce qui pourrait être une difficulté ou de ce conflit. Et nous pensons que c'est par une démarche d'anticipation, à travers une démarche d'intelligence collective et anticipative que nous y arrivons.
Alors, comment favoriser cette démarche d'intelligence collective? Eh bien, au cours de nos travaux de recherche, nous avons, avec notamment le docteur Léa Boissineau à l'Omedit Île-de-France, développé une formation qui s'appelle Planète Fer et qui comprend 3 objectifs. Le premier, c'est celui de comprendre les enjeux du développement durable, de la santé environnementale, du changement climatique en lien avec le secteur de la santé. Le deuxième, c'est celui de fédérer les parties prenantes et donc pour cela, les formations, nous essayons de les faire de manière interdisciplinaire, en tout cas pluridisciplinaire. Et puis le troisième objectif, c'est celui d'agir. Et l'objectif de ce travail d'anticipation n'est pas à ce que Planel Faire, ou en tout cas au cours de la formation Planel Faire, l'animateur ou le formateur donne des solutions, mais c'est bien de planter un cadre favorable à ce que le dialogue entre les participants puisse faire émerger des idées nouvelles, des stratégies nouvelles, ou en tout cas des stratégies d'anticipation qui dépassent les conflits que nous avons pu voir précédemment. Et donc, il ne s'agit pas tant d'apporter la bonne solution, qui serait d'ailleurs que la solution d'aujourd'hui, et donc probablement non adaptée peut-être à demain, mais en tout cas de pouvoir poser un cadre où on puisse se poser les bonnes questions. C'est tout l'intérêt et tout l'enjeu de Planète Faire. Alors, en quoi ça consiste? Cette formation se base sur un jeu de cartes qui aborde différents modules thématiques, notamment un module sur le changement climatique, sur le développement durable, la gouvernance, sur les établissements de santé. On va au sein d'un service de soins également, on va aborder des questions liées à l'eau, liées à la santé environnementale et liées à la ville et à l'usager. Donc il s'agit de ne pas rester hospitalo-centré, bien sûr, avec des perspectives pour le secteur médico-social également. Donc la pédagogie de l'atelier scientifique repose sur la photo-expression. Vous voyez ici différents visuels. Soit ce sont des photographies, soit ce sont des dessins originaux, ou encore des figurés des tables issues de la littérature scientifique. Et finalement, on essaye de faire appel aux représentations des participants, à l'expérience des participants, et peut-être aussi aux idées nouvelles des participants, et tout cela en permettant un dialogue et une discussion riche entre les participants. Alors vous voyez ici que nous avons pu effectuer Planète Faire à travers différents cadres, à la fois au sein d'universités, d'instituts de formation, à la fois au sein d'instances ministérielles, d'agences régionales de santé, ou encore évidemment auprès des établissements de santé, qui est notre public évidemment privilégié. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une phase, puisque Catherine Pourrin, vous l'avez mentionné, il s'agit ici de parler de recherche, et donc Planète Faire est dans un programme de recherche où il s'agit ici d'évaluer l'efficacité de cette formation. Et donc nous sommes en cours d'évaluation. Les premiers résultats sont très encourageants, tant sur les professionnels de santé que auprès du public des étudiants en santé, sur leur gain de connaissances, sur leur niveau d'engagement et de favoriser l'engagement et l'action. Donc nous reviendrons, nous pourrons en tout cas vous tenir au courant des résultats de cette évaluation. Alors pour terminer, et avant de laisser place à nos échanges, quelques éléments de synthèse et de perspective suite en tout cas à ces différents résultats de recherche. Nous avons en tête ce double enjeu pour les établissements de santé, à la fois de mieux appréhender les risques climatiques et les impacts sur notre fonctionnement, mais aussi de celui d'engager une transition écologique des établissements de santé au sein, en tout cas, de nos activités. Alors la France n'est pas la première, ou en tout cas n'est pas la seule, à s'engager dans ces démarches. En Angleterre, en tout cas au Royaume-Uni, pardon, ils ont déjà depuis plusieurs années une feuille de route avec des objectifs ambitieux en termes de réduction de gaz à effet de serre. Vous avez aussi d'autres démarches, d'autres guides au niveau international par des organisations internationales comme le Global Green and Healthy Hospitals, qui mettent en lien à la fois le changement climatique avec des démarches de développement durable et de santé environnementale, y compris de promotion de la santé, nous y reviendrons. Et puis en France, donc depuis 2023, nous avons donc une feuille de route nationale sur ces enjeux de planification écologique du système de santé,
Et puis, il y a un certain nombre d'associations, de collectifs, de sociétés savantes qui sont très actifs dans ces démarches et dans ces stratégies. Alors, en perspective, il nous semble nécessaire, au regard de nos travaux de recherche, que, en tout cas, les professionnels ont exprimé un besoin à la fois de visibilité des actions menées, mais également un besoin de formation et d'accompagnement. Et donc, d'ailleurs, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'est positionné sur un objectif de 100% d'étudiants formés au premier cycle, et concernant les professionnels de santé, eh bien, la feuille de planification écologique du système de santé prévoit un déploiement de modules de sensibilisation pour les professionnels. Il nous semble également pertinent à ce qu'il y ait une meilleure intégration des risques climatiques dans la gestion des risques. J'espère que cette présentation vous en a convaincu. Nous avons donc la certification, nous en avons parlé, qui sont des éléments incitatifs importants. Et puis peut-être que le risque climatique pourrait suivre celui du risque de cybersécurité, qui est devenu, j'allais dire, récemment un enjeu majeur pour les établissements de santé. Et bien peut-être que les aléas climatiques pourraient intégrer ce groupe d'enjeux majeurs pour les établissements de santé. Il serait intéressant qu'il y ait une convergence des instances hospitalières, notamment des instances de copie de développement durable avec les instances en lien avec les vigilances et les risques, pour une meilleure interopérabilité entre les instances, pour renforcer la capacité d'agir, tant sur la stratégie d'adaptation, d'atténuation que d'anticipation. Il serait peut-être intéressant qu'il y ait un développement d'indicateurs de suivi et de maturité des démarches menées. En effet, nous avons pu constater que, y compris en région Nouvelle-Aquitaine, eh bien, le niveau de maturité concernant, en tout cas, les démarches de développement durable pouvait être inégal, variable, et donc il est nécessaire d'avoir des indicateurs valides. Et donc, par exemple, vous pouvez avoir mon observatoire du développement durable, notamment avec le soutien de l'ANAP, qui peut être un élément intéressant. Ensuite, il nous semble intéressant de pouvoir intégrer dans le dispositif d'incitation financière à la qualité des soins des enjeux en lien avec le changement climatique. En effet, depuis 2016, les IFAC sont utilisés comme levier de financement pour améliorer la qualité et la sécurité des soins dans le cadre de la diversification des modes de financement des établissements de santé. Eh bien, nous l'avons vu, le changement climatique engendre des dysfonctionnements dans les établissements de santé, dans la prise en charge, et donc la mise en œuvre d'actions d'amélioration nécessite des ressources, et donc il serait pertinent d'intégrer ces actions qui visent à améliorer le fonctionnement des établissements de santé dans le dispositif IFAC. Il serait intéressant à ce qu'il y ait une dynamique hospitalière de territoire. Depuis 2016, là aussi, les établissements de santé, en tout cas le secteur public, sont intégrés au sein du même territoire et s'organisent en groupement hospitalier de territoire, dans le cadre d'un projet médico-soignant partagé, pour se coordonner en tout cas, et proposer des parcours de soins qui puissent être et de santé gradués sur le territoire. Il serait pertinent d'envisager des synergies et des partages d'expériences entre les établissements de santé d'un groupement hospitalier de territoire. Et donc, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, il y a des dynamiques similaires qui existent, notamment au sein du groupement de coopération sanitaire NOVA, où le développement durable est une thématique importante. Il serait souhaitable également de pouvoir développer la simulation. Là encore, il s'agit d'améliorer la perception du risque climatique, et donc différents instituts, comme l'Institut pour une culture de sécurité industrielle, considère que la simulation, en tout cas, favorise la conscience partagée des risques. Et donc, de même que pour les exercices de cyberattaque, il serait intéressant de favoriser la conscientisation des effets du changement climatique sur les établissements de santé à travers des exercices de simulation. Paris, il y a quelques mois, a fait un exercice grandeur nature pour se préparer aux chaleurs extrêmes. Paris à 50 degrés. Il serait intéressant que les établissements de santé puissent avoir accès, ou en tout cas créer de tels
exercices de simulation. Pour terminer, il serait également important de favoriser la recherche interdisciplinaire au service de l'anticipation, avec un développement de la recherche basé non pas uniquement sur la réduction des risques, mais aussi basé sur les ressources, et ce de manière interdisciplinaire, et donc de promouvoir des projets de recherche fondés sur les ressources. Ces projets pourraient d'ailleurs s'intégrer dans un certain nombre de réseaux de recherche interdisciplinaires qui existent déjà, et donc par exemple en Nouvelle-Aquitaine, le réseau de recherche Futuract. Et enfin, pour terminer, on pourrait aussi se poser la question de favoriser la promotion de la santé. Plusieurs enjeux liés à la promotion de la santé. D'une part, les hôpitaux, un certain nombre d'hôpitaux sont engagés dans des démarches d'hôpitaux promoteurs de santé, ou en tout cas de lieux de santé promoteurs de santé, une démarche qui pourrait être convergente de promotion et d'anticipation du changement climatique. Et puis, la promotion de la santé, bien sûr, permet de diminuer des demandes en santé, et donc de diminuer les contraintes sur les établissements de santé. Et donc, peut-être que les établissements de santé pourraient être conduits à réorienter leur mission. Et donc, c'est un nouveau paradigme qui pourrait être proposé. C'est celui de la responsabilité populationnelle, où finalement le modèle n'est plus basé sur la prise en charge des malades, mais bien un modèle qui vise le maintien de la bonne santé des populations. Voilà, je vous remercie pour votre attention et disponible pour vos questions. Merci beaucoup. Avec préparé ensemble ce webinaire qui nous a permis de faire des liens entre notre activité de gestion des risques autour du soin et tous ces autres systèmes intégrés. Donc actuellement, en effet, on parle de la cybersécurité, du numérique, mais il y a aussi tout ce risque climatique, on l'a bien vu aussi dans notre région par rapport aux dernières marées de ce week-end, où des établissements, sur un mois, ont été inondés une nouvelle fois sur le bassin. Donc, ce n'est pas un cas d'école, c'est maintenant une prise en compte dans le quotidien, un risque à prendre en compte dans le quotidien des établissements de santé. Donc, merci pour cette belle perspective globale. Je pense qu'on avait eu quelques questions lors des inscriptions auxquelles on a répondu, et puis on en a quelques nouvelles, mais je vous incite à poser vos questions et je vais les présenter à Jérémy. La notion d'intégration dans le manuel de certification, tu l'as évoqué, il y a un critère. Rappelons que ce critère, comme tu l'as montré, est rouge, c'est-à-dire qu'il est impératif, et que ce critère impératif, ça nécessite que dans vos PCA ou PRA, il y ait une analyse donc, de ce risque climatique, notamment dans les établissements et dans les zones où ce risque est annoncé de plus en plus. Donc, il y a certains établissements, tous ceux qui sont en bordure de côte, les cyclones pour nos collègues de l'outre-mer sont concernés par ce critère. On avait une autre question donc, sur les obligations réglementaires, tu l'as bien cité. Maintenant, ça fait partie d'un élément du projet d'établissement. Il y a des décrets, il y a des attendus au niveau national également. Il y a un plan national maintenant. On avait une question sur quelle action à mettre en place par les agents des établissements. En termes, voilà, tu nous as parlé bien sûr d'activités stratégiques, opérationnelles, d'évaluation, mais dans le quotidien, est-ce que l'agent déjà, donc agent ou salarié, a déjà un rôle majeur dans cette prise de conscience et dans ses actions au quotidien? Oui, merci beaucoup pour la question. Alors, au travers de nos études, en tout cas, les agents se sentent la responsabilité d'agir. Alors, ils sentent aussi que la direction des établissements a une responsabilité pour agir, mais en tout cas, les agents, et en tout cas les professionnels, se sentent une responsabilité d'agir. Alors, quelles sont les méthodes pour agir? Alors, tout dépend si on souhaite s'inscrire dans la stratégie d'adaptation ou celle de l'atténuation.
mais j'imagine que vous avez beaucoup d'exemples autour de vous, et c'est peut-être en lien avec également le côté réglementaire qu'on évoquait. Il y a dans beaucoup d'établissements beaucoup de choses avec une belle dynamique dans la restauration collective, en termes également d'usage du plastique, avec des actions qu'on pourrait qualifier d'ailleurs de co-bénéfices. C'est-à-dire qu'encore une fois, le narratif doit être intégré, c'est-à-dire que réduire les plastiques, bien sûr que l'enjeu, c'est la réduction des déchets, mais réduire les plastiques dans l'alimentation, c'est aussi d'une manière en santé environnementale, c'est celui de promouvoir aussi la santé des populations à travers la limitation des perturbateurs endocriniens pour les populations, que ce soit les professionnels de santé ou que ce soit les usagers. Donc c'est bien une démarche développement durable qui est convergente avec d'autres démarches de promotion de la santé. Il y a beaucoup, alors je pense que vous avez des exemples en tête dans les établissements de santé de démarches d'éco, d'éco-bloc, ou en tout cas quand on travaille au bloc opératoire, c'est comment est-ce qu'on arrive à réduire les déchets au bloc opératoire, comment est-ce qu'on arrive à repenser son kit, par exemple, son kit pansement dans un établissement de santé, comment est-ce qu'on arrive à travailler sur la juste prescription dans les établissements de santé, d'un point de vue énergétique. J'essaye de donner quelques exemples pour essayer d'avoir un panel, mais c'est comment est-ce qu'on arrive dans son service d'avoir une dynamique qui nous permet d'éteindre nos ordinateurs ou en partant à la fin de sa journée. Voilà, donc il y a de nombreuses thématiques à travers le transport et la mobilité. Est-ce qu'il est possible de faire du covoiturage avec des collègues? Est-ce qu'il est possible peut-être de venir par d'autres moyens de mobilité douce ou de mobilité active? Donc les enjeux sont à la fois en lien avec la prise en charge, la santé, le soin, et puis en lien aussi avec d'autres enjeux qui peuvent être l'alimentation, qui peuvent être l'énergie, qui peuvent être l'usage de l'eau. Merci de tous ces exemples. Tu as évoqué un moment le secteur médico-social. Alors, tu l'as évoqué à deux endroits. En tout cas, j'ai une question dessus. Tu l'as évoqué par rapport à votre étude sur l'évaluation de la vulnérabilité dans les établissements. Et tu indiquais que donc, ce questionnaire de l'OMS, vous l'aviez testé donc, dans des établissements sanitaires et vous aviez une perspective dans le médico-social. Donc ça, c'était la première question. Cet outil sur le médico-social, quelles sont vos perspectives de développement ou comment, si vous aviez déjà des projets? Et l'autre question sur le médico-social, c'est le plan de formation que tu évoquais, hein, le plan LCFR. Est-ce qu'il est aussi ouvert au médico-social, ce plan de formation? Alors sur le premier aspect de la question, donc sur l'étude de la vulnérabilité auprès du secteur médico-social, l'étude que nous avons menée pour l'instant ne concerne que les établissements de santé, puisque le guide finalement de l'OMS est à destination des établissements de santé. Il serait pourtant intéressant, et ce sont des perspectives en tout cas possibles, de pouvoir l'adapter au contexte médico-social, puisqu'il y a probablement des adaptations à faire pour être le plus pertinent pour ce secteur. Concernant la formation Plan-Elfer, elle est à destination de l'ensemble des acteurs du secteur de la santé. Okay. En revanche, et encore une fois, en prenant la casquette recherche, on essaye d'évaluer ce qu'on fait et puis d'être le plus pertinent possible en essayant d'améliorer, etc. Et donc c'est un des retours qui nous ont été faits des participants. Alors aujourd'hui, hein, il y a plus de 1500 personnes qui ont participé à des ateliers de formation Plan-Elfer, et un des retours
qu'on a effectivement sur cette question du médico-social, c'est ne pourrait-il pas y avoir un module peut-être un peu, encore une fois, particulier, spécifique pour ce secteur? Peut-être que le module d'un service de soins au sein de l'établissement de santé est peut-être pas nécessaire pour le médico-social, mais peut-être qu'il faudrait avoir un autre module complémentaire. Voilà, c'est un peu ça les retours qu'on a. Donc ça fait partie des perspectives prochaines d'adaptation. N'hésitez pas à poser, on a encore quelques minutes possibles, hein, posez vos questions. Toujours sur cette formation, tu évoquais les sessions passées, les ateliers passés. Vous avez une planification sur 2024, sur 2025, ou c'est à monter? Alors, effectivement, on est en tout cas en phase de structuration. Alors, plusieurs éléments. Notre objectif pour nous, c'est principalement de former aujourd'hui des animateurs Mhm. de cette formation et qu'ensuite, eh bien, les animateurs, les animatrices puissent effectuer ces formations au sein de leur établissement. Mhm. Donc, il s'agit de rendre chaque établissement de santé aussi acteur de cette démarche. Et donc, nous n'avons pas, en tout cas, nous, vocation à nous déplacer dans les établissements, etc. On préfère de former quelques personnes par établissement et qu'ensuite ces personnes-là eh bien, puissent, au sein de leur institution, effectuer ces formations. Et donc pour cela, nous avons, en tout cas au CHU de Poitiers, déposé une formation continue pour justement devenir animateur, puisqu'il faut être habilité aujourd'hui pour animer une session Plan-L-Faire, encore une fois dans un souci de rigueur, euh, de qualité de la formation. Et donc nous avons 5 dates qui vont être calées dans les tout prochains jours au CHU de Poitiers pour venir se former à être animateur de Plan-L-Faire. Et donc, c'est ouvert, ces formations sur Poitiers, c'est qui peut s'inscrire à ces formations, qui peut Eh en bien, bénéficier? tout professionnel, en tout cas en établissement, peut contacter, peut nous contacter ou en tout cas peut contacter la formation continue au CHU de Poitiers et nous avons des créneaux qui vont s'ouvrir. Nous avons un créneau qui va s'ouvrir mi-juin. Nous en aurons un début juillet. Nous en aurons un en octobre, novembre et décembre. Donc, ce n'est pas réservé aux professionnels de Poitiers. Non, 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 c'est ouvert à l'ensemble. C'est ouvert à l'ensemble. Nous avons aujourd'hui hein, beaucoup de demandes qui nous ont été faites et qu'on va, on espère, à travers ces formations, eh bien, pouvoir répondre à ces demandes de formation. Et donc, là, je lis les questions en même temps. C'est ouvert aussi aux professionnels de santé dans le libéral? Il n'y a pas ce n'est pas limité au public, Ce- non, ce n'est pas limité. Probablement, et là je mets plusieurs guillemets, il y aura probablement en tout cas des restrictions en termes d'utilisation, c'est-à-dire que nous ne souhaitons pas qu'il n'y ait d'utilisation commerciale à la suite de cette formation. Et donc l'enjeu est de pouvoir, une fois qu'on est formé, eh bien, effectuer des formations au sein de son institution en interne. D'accord. Ok. Mais on est convaincu qu'il faut que l'ensemble des secteurs puissent avancer. Et donc, il n'y a pas on ne privilégie pas un secteur plus qu'un autre. Vous vous doutez bien, pour les professionnels de la Nouvelle-Aquitaine, si le CK a proposé ce webinaire à Jérémy, c'est que derrière, bon, il y a 2024, 2025, mais on peut très bien envisager des délocalisations de ces formations et de ces ateliers. Voilà. La région est grande, donc on a tout à construire. Voilà. Euh, Voilà pour les réponses il y a pas mal de questions sur cette formation. J'avais une petite question sur tes sources bibliographiques. Quand tu évoques $1 de prévention, c'est $7 Ouais. de dépenses Ouais. de qualité. Eh Tu as bien, c'est un rapport de l'UNESCO qui date d'il y a quelques années,
et qui a été... vous avez une autre source qui est justement ce rapport de la Croix-Rouge, de la Fédération de la Croix-Rouge internationale, qui date, alors je crois que l'UNESCO c'était en 2011, un rapport de 2011, et puis le rapport l'inaction a un coût, est peut-être un peu plus récent. Je pourrais, si vous voulez, vous donner les références peut-être plus précises. Et puis je profite peut-être aussi, mais là j'enlève ma casquette recherche, Planelfer est aussi en Nouvelle-Aquitaine, et ça c'est peut-être intéressant pour les établissements de santé, est intégré dans une démarche peut-être plus globale qui s'appelle Cap Hôpital Durable, qui est finalement un projet qu'on peut schématiser comme une boîte à outils, dans lequel il y a un outil de formation qui est celui de Planelfer que nous avons présenté, et puis qui est couplé avec un dispositif qui s'appelle les unités durables, qui vient du CHU de Bordeaux, et qui répond finalement de manière très pragmatique. Voilà, je suis un professionnel. Vous posiez la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que professionnel? Eh bien, si je suis dans mon établissement, dans mon service, eh bien, de quelles aides, de quels accompagnements est-ce que je peux disposer pour développer une dynamique de développement durable, ou en tout cas de soins éco-responsables dans mon service? Eh bien, les unités durables peuvent vous y aider à structurer en tout cas une démarche. Et puis c'est couplé à un troisième outil, disons, qui est celui de l'agenda 2030, qui est plus à destination peut-être de la direction, et de pouvoir peut-être participer à la prise de conscience de comment est-ce qu'on peut développer une stratégie de développement durable au sein de sa direction. Voilà. Donc là, j'ai enlevé ma casquette recherche, mais c'est en tout cas une boîte à outils qui existe, qui a été faite en Nouvelle-Aquitaine et qui est à disposition, bien sûr, à plus large échelle, puisqu'elle a été, elle est, je pense, en cours de déploiement. déploiement. Oui. Tout à fait. Oui, tu évoquais tout à l'heure les comités durables, hein, d'un point de vue stratégique, institutionnel, mais là, tu passes au niveau opérationnel avec ces unités durables. Oui, c'est ça. L'entité, voilà, c'est une entité de service maintenant reconnue qui se met en place. Bon, écoute, je crois qu'on va atteindre, on va respecter la durée d'une heure de notre webinaire. Je te remercie beaucoup, Jérémy, de ta présentation très complète. Je vous remercie à tous d'avoir participé, posé des questions. J'espère que ce webinaire vous a intéressé, a été complet, et il sera donc diffusé sur la chaîne YouTube du CK. Dans la conversation, vous avez eu les liens, donc vous pourrez le retrouver, et puis peut-être le partager aussi pour donner envie à vos collègues de se lancer aussi dans cette démarche d'intégrer dans l'identification des risques, ce risque climatique notamment. Merci beaucoup, Jérémy, et au plaisir de nous revoir. Merci pour votre invitation et merci à vous. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.